une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 13 septembre de l'an 2025. L'horizon politique du Bénin s'anime à l'approche de l'élection présidentielle de 2026 et déjà se posent des interrogations cardinales. Que reste-t-il véritablement de la grande réforme du système partisan conçu pour assainir, structurer et rationaliser notre paysage politique? L'actualité brûlante et révélatrice nous place devant trois faits majeurs: la désignation du ministre d'État Romuald Wadani comme porte-étendard de la majorité présidentielle, décision qui interpelle quant à la fidélité de la mouvance aux idéaux de la réforme, la fin du retrait des formulaires de parrainage sur fond d'accusations de pression et d'intimidation portées par le parti politique Les Démocrates, enfin la préparation d'une candidature des démocrates dont l'évolution interne oscille entre prudence stratégique et spéculation nourrie dans l'opinion publique. À la croisée des ambitions personnelles, des contraintes institutionnelles et des espérances collectives, nous allons interroger ensemble ce matin la cohérence, les failles et les véritables enjeux de cette séquence politique décisive. Et pour en parler, chers amis internautes, je reçois pour vous deux analystes politiques aguerris. Il s'agit de Rachidi Ojo, journaliste analyste politique. Il sera face à un autre journaliste analyste politique en la personne de Arimi Choubadé. Chers amis internautes, avant de les retrouver pour le décryptage, je vous invite à suivre ce message du Centre national de sécurité routière. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission. Arimi Choubadé, bonjour. Oui, bonjour Kaza. Merci d'être là. C'est un plaisir de vous revoir. Plaisir partagé. Merci d'être là. Rachid Ojo, bonjour. Bonjour Abdelkader Rachio. Merci également d'être là. Merci pour la disponibilité à tous les deux. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Arimi Choubadé, Romuald Wadani, désigné candidat de la mouvance présidentielle. Quelles ont été vos analyses premières en apprenant l'information? Non, je ne sais pas. La mouvance doit avoir un candidat. Elle a désigné Wadani. C'est le choix. Donc, on respecte le choix. Je ne sais pas. Est-ce que pour vous, ce choix répond à l'essence de la réforme du système partisan? Non, ça ne répond à rien du tout. Hein? Je me souviens
d'une interview du chef de l'État en 2021 qui accusait Réki Amadougou et Joël Aïvod. Il a rappelé justement à l'occasion la quintessence de la réforme. Il disait que oui, le Bénin a une grande réforme. Il présentait sa réforme aux yeux du monde, que le Bénin a fait des réformes politiques et que désormais ce sont les partis qui devaient, enfin les candidats doivent être issus des partis politiques. Et que ni Joël ni Réki ne remplissaient ces conditions. Entre autres griefs, je constate 5 ans plus tard qu'on refait la même chose. Et puis, on a l'impression que le ministre des Finances avait un certain mépris pour le militantisme. Comment? Je ne dis pas qu'il méprise les partis, mais bon, peut-être lui n'a pas envie de faire du militantisme. Je me souviens, après le congrès de l'Union progressiste en 2018, où son nom a commencé par circuler dans les compositions de les bureaux politiques, dans les instances dirigeantes, il a écrit, la note est passée aussi sur les réseaux sociaux pour dire que lui, il est membre d'aucun parti. Je crois qu'il y a aussi le ministre de la Santé ou un autre ministre aussi qui avait fait la même chose à l'époque. Donc il ne veut pas être militant. Et on a fait UP, après il a eu UPR, et puis brutalement, je ne sais pas comment, par quelle alchimie, celui qui ne voulait pas être militant, et le patron de la majorité, de la mouvance, dit que il y a 5 ans, il y avait 2 qui avaient fait acte de candidature alors qu'ils n'étaient militants d'aucun parti. Quand bien même le ministre qui avait été proposé par le parti politique, les démocrates. Bon, donc je ne sais pas à quoi ça répond. Oui, ils ont le droit de dire qu'ils veulent, mais que ça réponde à un principe ou à une déclinaison qu'on peut analyser, je n'en trouve pas. Vous n'en trouvez pas. Rachid Jojo, est-ce que pour vous, le choix de Romuald Wardani comme candidat de la mouvance présidentielle à l'élection présidentielle de 2026 répond à la réforme du système partisan, à ses exigences? Bien sûr. Comment? Parce que la réforme du système partisan, depuis son début en 2018, est passée par plusieurs étapes. 2021, en effet, était l'une de ces étapes-là. Et tout à l'heure, M. Choubadé a fait allusion à une déclaration du président de la République, Patrice Talon, dans le contexte de 2018. En ce moment, le parrainage n'était pas encore encadré par le législateur comme il est depuis mars 2024. Et justement, quand le président de la République évoquait le fait que la ministre Réki Amadougou n'était pas membre du parti Les Démocrates, c'était moins son appartenance à ce parti politique qu'il mettait en avant que le fait d'avoir recouru à certaines méthodes ou à certains moyens pour s'offrir le parrainage. Quelle méthode, quel moyen? Non, ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails. Vous vous rappelez qu'il avait évoqué la valise d'argent et vous vous rappelez également qu'à l'époque, les parrains étaient totalement libres d'aller parrainer qu'ils voulaient. Dans ce contexte-là, il n'était pas rare de constater des transactions commerciales et marchandes autour du parrainage. Ce n'était pas l'esprit de la réforme du système partisan. Je pense que cela a désorganisé un peu la gestion du parrainage et ce que l'on a voulu en faire dans notre dispositif électoral. Le choix du ministre d'État, Romuald Wardani, répond parfaitement à l'esprit de la réforme du système partisan et est aussi conforme au code électoral. C'est vrai, en 2018, les promoteurs, les précurseurs, les concepteurs de la réforme avaient affiché pour objectif à terme d'avoir des partis politiques qui d'abord réussissent à présenter normalement des candidats à l'élection présidentielle, pas à le soutenir des candidats qui viennent vers eux après avoir mobilisé tous les moyens de faire valider leur candidature. Ensuite, il faut que les partis politiques se retrouvent au cœur de l'exercice du pouvoir politique en réussissant à hisser à la fonction présidentielle un de leurs militants. Donc, c'est l'objectif à terme. Pour moi, c'est un objectif noble
comme ça, comme on en voit dans toutes les démocraties. Exactement. Nous avons une histoire, nous venons de très loin. En 2024, le législateur qui a décidé d'encadrer le parrainage, donc sur la base de l'expérience qui a été vécue pendant la présidentielle de 2021, oui, a quand même introduit dans le code électoral des notions qui peuvent être considérées comme des ouvertures qui sont faites en ayant conscience de ce que les partis politiques sont en construction et que même si nous voulons qu'ils exercent le pouvoir politique, il faut leur donner le temps d'y arriver. C'est ça, oui, c'est ça qui a fait que déjà à l'article 41 nouveau du code électoral, lorsque l'on fait obligation aux candidats d'apporter la preuve de leur appartenance ou de leur désignation par un parti politique ou par une coalition de partis politiques, le législateur avait déjà compris que oui, ce qui est noble, c'est que le parti fasse des choix à l'interne, mais il faut leur aussi donner la possibilité de pouvoir désigner d'autres compatriotes qu'ils jugent capables de porter leur programme pour aller conquérir le suffrage universel. Et lorsque vous allez à l'article 132 nouveau, cette notion de candidat membre ou de candidat désigné refait surface parce qu'il est dit que le député et ou le maire ne peut parrainer que le candidat membre ou désigné du parti sur la liste duquel il a été élu. Aujourd'hui encore, le candidat Romuald Ouaddaï est le candidat des partis politiques. Ce n'est pas Romuald Ouaddaï qui est d'abord candidat, qui a déclaré sa candidature et qui s'est rapproché des partis politiques pour avoir le soutien, un peu comme on en a vu par le passé. Donc, c'est déjà une première réalisation de l'esprit de la réforme. Et l'autre étape de réalisation de l'esprit de cette réforme, c'est que si les partis politiques parviennent à faire élire ce candidat qui est leur candidat désigné, indubitablement, ce sont les partis politiques qui se retrouveront au cœur de l'exercice du pouvoir politique. Rachid Ojo, je vous reviens tout à l'heure pour savoir comment il a été identifié par ces partis politiques. Mais Harim Choubade, vous avez suivi à l'instant le développement de Rachid Ojo qui, avec des dispositions légales, démontre que ce choix est en cohérence avec l'esprit de la réforme du système partisan. Bon, enfin, j'avais pas envie de réagir par rapport à ce qu'il a dit parce que je n'ai pas très bien compris. Il y a même des détails qu'il a dit qu'il ne peut pas lever. On ne peut pas discuter sur des données qui ne sont pas versées sur la table. Bon, néanmoins, comme vous insistez, et puis, je ne sais pas aussi que le but de l'émission, c'était pour venir parler de cette réforme. On a tellement parlé sur ce plateau, je ne veux pas revenir pour me répéter tous les jours, sans oublier que j'étais au cabinet du président de l'Assemblée nationale quand ils ont commencé cette histoire de réforme. Hein? Et puis, c'est même... très gênant. La répétition est pédagogique. Non, mais attendez, oui. C'est très gênant. Vous voyez, on ne s'entend pas. Ça, c'est évident. Si vous voulez, on peut faire 2 heures d'émission. Ce n'est pas évident qu'on s'entende. Mais vous savez très bien que cette réforme a été à l'origine de beaucoup de violence, de beaucoup de détresse. Des gens sont encore en prison, des gens sont en exil, des gens sont morts dans cette histoire. Et même sur le basique, on ne s'entend pas. C'est comme si les gens là sont... On a eu tout ça là, on a mis en danger notre vie ensemble, pour rien presque. Est-ce qu'on dit que sur le basique, on s'entend pas? C'est quoi pour vous le basique? Oui, il n'y a pas eu de réforme. Il y a eu des humeurs du chef qu'on a transformées en loi. Et je vois très bien comment mon ami s'accroche à la loi. Mais vous savez très bien que l'apartheid, c'était fondé sur loi. Mathieu Kérékou a été réélu une dernière fois, en 88, pour un mandat de 5 ans. Et pourtant, en 90, tout le monde a vu que lui-même a compris qu'il ne peut pas continuer. Hein? Et puis, on sait très bien comment ça se passe avec cette réforme-là, où on a eu 4 ans d'une législature de type nord-coréen, comme on aime à le répéter, qui a fait toutes les manipulations possibles pour qu'on en soit là. Et c'est cette législature qui était là en 2021. Moi, je vais souhaiter que le chef de l'État, une fois que l'esprit aurait changé, qu'il revienne dans une interview et nous dit oui, l'esprit a changé. Parce qu'en 2021, j'ai oublié que lui-même n'était membre d'aucun parti politique. Pourtant, il était le détenteur exclusif de tous les parrainages, puisqu'il était le chef de la majorité. Et c'était la majorité qui avait tous les parrainages.
Et on a vu des gens qui n'étaient dans aucun parti, qui ont eu des parrainages, on ne sait où, et qui ont pu se présenter à l'élection. Mais on a refusé oui, vous savez, et puis c'était un peu gênant que ce soit le CETA qui fasse ces interprétations-là. Ça aurait été intéressant que la Sénat ou je ne sais pas quoi nous dise oui, pour défaut du parrainage, tel candidat, tel dossier n'a pas été retenu, ou de tout ce genre-là, que ce soit lui-même qui fasse les interprétations. Et puis après, on ne s'entend plus. Donc, je crois que, par respect pour nous-mêmes, hein, il faut qu'on tire les conclusions que cette histoire-là nous crée trop de problèmes. Hein? Et puis, qui a réfléchi à ça? À quel niveau on a réfléchi à cette réforme? C'est une doctrine? C'est quelle école qui a fait cette doctrine-là? Qui a été qui? Moi, je veux comprendre. Moi, je vous dis, j'étais au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Je sais très bien par quel moyen détourné on est arrivé à ce truc-là. C'était quel moyen? Non, vous avez suivi le président de la commission des lois sur un plateau de télévision, qui disait, nous étions en discussion à la commission, à l'Assemblée, et on nous a appelés au palais. Au retour, on avait la solution. Comment vous appelez ça? Comment vous appelez ça? C'est ça la réforme? Ça dit que c'est le chef qui a lui. Et deuxième, un autre élément, vous souvenez, moi je suis sur les faits. Hein, je ne fais pas de. C'est pas mon combat. Hein, c'est le combat de tous les Béninois. Enfin, si on veut vivre très longtemps dans cette situation, il n'y a pas de souci. Chacun va se débrouiller comme il peut. Je vous parle de la scène entre le chef de l'État et le président Éric Mouleté à la présidence, où le chef de l'État répétait hein, les dispositions. Il pensait être dans la loi, mais ce n'était pas dans la loi. Et il disait même à son vis-à-vis, vous mentez. Il disait à un député, vous mentez au palais, le chef de l'État. Et Éric dit, enfin, le président Éric Mouleté dit, monsieur le président, lisez bien. Si vous me sortez ce que vous dites là de la loi, je me lève, je m'en vais. Bon, on attend toujours que le chef d'État puisse relire le texte et sortir. Donc, pour vous... Donc on ne peut pas s'amuser avec la vie des Béninois parce qu'on veut faire de l'esprit. Ou bien on veut faire, je ne sais pas, du juridisme. Hein? Soit on est ensemble pour faire de la politique, pour faire des trucs que tout le monde comprend hein, et que tout le monde accepte, parce que c'est le plus fond. Pour menacer la paix, ce n'est pas la majorité qui menace la paix. Ce n'est pas la majorité qui menace la paix, la majorité est tout content, tout de son confort. Mais c'est ceux qui sont brimés, qui sont obligés, je ne sais pas, de bonne ou de mauvaise foi, de compromettre la paix. Vous comprenez? Soit on est ensemble, soit c'est la loi des vainqueurs, la loi des forts, ou bien la force, comment on l'appelle, pas la force de la loi, mais la loi de la force, et on continue. Et on va voir si on va enregistrer encore des dégâts prochainement. Et voilà. Rachid Odio, vous avez suivi un instant Arimi Choubadé qui dénonce l'absence... non, je ne dénonce rien. Je n'ai rien à dénoncer. Je l'ai déjà dit que ce n'est pas mon combat. Et que si vous voulez qu'on reste dans cette ambiance-là jusqu'à la fin, allons-y. Hein, ça ne me gêne pas, moi, particulièrement. Hein? Oui, si quelqu'un rencontre une mésaventure, ça va être pour lui, il va gérer. C'est comme mon ami, comme là, Sosoukoué. Donc, chacun fait ce qu'il peut. Et à la fin, ben, on va se revoir pour analyser. Si ça finit un jour, si ça ne finit pas, ben, on continue. Oui, Rachid Odio, l'interrogation, c'est de savoir comment Romuald Wadaï, que vous avez rappelé tout à l'heure, qui n'a pas demandé à être candidat pour la mouvance présidentielle, comment il a été identifié? C'est là que beaucoup s'interrogent de savoir quel a été le processus d'identification de Romuald Wadaï. Merci pour votre question. Je vais vous répondre, hein, ne vous en faites pas. Je pense que tout à l'heure, en suivant M. Choubadé, j'ai pu dégager de son raisonnement qu'il a pensé un instant que nous parlons de la pertinence de la loi. Je pense que les références légales que j'ai exposées, ce n'est pas pour dire que la loi, elle est bonne, elle est parfaite. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Vous avez demandé si ce qui est fait est conforme à l'esprit de la réforme du système partisan. Après, le débat autour de la pertinence du contenu des lois, ça peut se faire dans d'autres contextes. Et puis moi, comme vous aussi, Monsieur Choubadé, je suis très attaché à ce qui est bien pour notre pays. Les contradictions que nous portons sur les choix politiques, les choix sociaux qui sont faits, ne transforment pas
l'un ou l'autre un ennemi de la République. Nous voulons tous du bien pour notre pays. Je suis autant préoccupé que vous pour notre pays, que nous soyons en permanence en paix. S'il y a des choses qu'il faut corriger, il faut les corriger. S'il y a des choses à parfaire, il faut les parfaire. Malgré ça, il est toujours important lorsque des faits historiques, pas de l'histoire ancienne, hein, des faits récents, quand ces faits-là sont exposés, il faut pouvoir quand même les restaurer dans leur chronologie, comme je l'ai dit très souvent. Effectivement, M. Choubadi a été un collaborateur du président de l'Assemblée nationale. Il connaît très bien le processus qui a conduit à cette réforme. Et je suis un peu surpris d'entendre qu'il y aurait eu des moyens par lesquels la réforme a été actée. Ensuite, en 2019, lorsque le président de la République faisait sa rencontre avec les partis politiques qui n'avaient pas obtenu un certain nombre de documents pour pouvoir se présenter aux élections, il était question de la façon dont il faut se conformer à la nouvelle charte des partis politiques. Donc, quand on dit qu'on met au défi le président de la République d'apporter quelque chose qui n'est pas dans la loi, je ne sais pas exactement à quoi est-ce qu'on fait allusion. Il était en train de donner sa compréhension de la loi. Il avait un acteur en face qui n'avait pas la même compréhension, mais il se trouve que ce n'est pas l'acteur qu'il avait en face qui était chargé d'appliquer la loi. Toute la différence est là. Alors, sur le choix, oui, pour revenir à votre question, moi, je pense que les partis de la majorité présidentielle se sont fixés des critères. C'est bien ça, hein, votre question. Oui, il faut savoir quels sont les critères. Comment il a été identifié? Alors, parce que c'est ça qui amène j'ai beaucoup suivi. Non, moi, je n'aurais pas été capable de vous répondre à cette question si je n'ai pas eu à suivre de très près ces derniers jours les différentes émissions qui ont reçu pour inviter des personnalités de la majorité présidentielle. J'ai suivi le ministre d'État Blaise Diagne, président du Bloc républicain. J'ai suivi aussi des personnalités de l'Union progressiste Le Renouveau. J'ai pu comprendre que les partis de la majorité présidentielle ont décidé d'avoir un candidat unique et ensuite de rechercher des consensus autour de ce candidat. Après, ils ont recherché la personne au sein de cette majorité présidentielle qui est faite de partis politiques et de personnalités, la personnalité à même de poursuivre la dynamique des développements de notre pays enclenchée depuis 2016 sous le président Patrice Talon. Et puis après, ils ont regardé autour du président de la République, le collaborateur qui est très proche des dossiers, qui est dans pratiquement tous les dossiers, qui est chargé de mobiliser les financements, qui est connecté à tous les milieux où se trouvent les partenaires qui nous soutiennent dans notre développement. Et ces partis en sont arrivés à la conclusion que c'est le ministre d'État Romuald Wadani qui répond parfaitement à ce critère. Après, moi j'observe que le choix qui est fait, ça aurait pu être un autre ministre, ça aurait pu être une autre personnalité, mais si c'est pour continuer l'œuvre du président Patrice Talon, si c'est pour maintenir le cap du développement, je trouve que le choix qui est fait est un choix parfait. Il est parfait pour vous. Arimi Choubadi, pour vous, quelle est votre opinion sur le profil de ce choix et les enjeux qui y concourent? Non, moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur ce choix-là. Bon, au moins, lui, il a dit qu'il a... Enfin, je suppose que ce qu'il a suivi, c'est après désignation. Sinon, avant, tout le monde était dans l'expectative. C'est le jour où on a annoncé, et c'est après que les partis ont commencé par faire du blanchiment de choix. Hein? Tout comme on a allé enlever quelqu'un de l'extérieur pour blanchir d'abord son arrestation, pas un procès, avant d'aller au vrai procès. Ça dit, ce sont des manipulations. Je me demande à quoi ça sert. Quels sont les enjeux qui font ces grandes manipulations? Et qu'on ne peut pas faire les choses de façon transparente, conviviale, comme on avait l'habitude de faire. C'est comme si aujourd'hui, nous avons le bien et le mal. Hein? Si vous n'êtes pas dans le camp du bien, c'est-à-dire dans le camp de pouvoir, c'est que vous tombez dans le camp du mal. Et il peut vous arriver les pires malheurs. Je ne vais pas les énumérer ici. Hein? Et je vous ai dit, je vais le répéter encore une fois, si cette ambiance convient à tout le monde, qui suis-je? On va tous se subir. Ou en jouir, si possible. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens
qui juge de ces situations-là où on a des pertes en vies humaines, on a des prisonniers, on a des gens qui abandonnent leur domicile pour errer dans le monde indéfiniment. Si c'est ça que le modèle qu'on veut nous vendre, si c'est cette continuité que les partis disent l'angoisse, mais je ne crois pas. Le choix est venu avant que chacun le défile. Vous pensez que le choix est venu avant? Oui, c'est ce que moi j'ai constaté. Je n'étais pas avec eux pour savoir quels sont les conciliabules qui ont précédé tout ça. Mais j'ai eu l'annonce du candidat. Je me dis, mais est-ce vrai? Et quand un à un, les présidents des deux principaux partis ont commencé par adhérer à l'idée, un troisième qui dit oui, pour le moment, nous on ne l'a pas encore vu. Il faut que... Bon, il a réglé ça le lendemain ou 2 jours après. Peut-être qu'il y a d'autres partis dans la mouvance qui n'ont pas encore porté leur voix. Donc on attend. Et donc voilà ce que moi j'ai observé. Et je me dis que pour une réforme où nous avons fait tant de sacrifices, hein, aujourd'hui, voilà, vous savez, bon, c'est vrai que bon, ceux qui ont été les auteurs des actes dont on parle ont bénéficié d'une protection partielle, si vous voulez. Puisque la loi d'amnistie date de 2019. Or, après ça, il y a eu d'autres actes de violence. Et la loi d'amnistie parle de faits qualifiés de crimes. C'est-à-dire que la loi est consciente qu'il y a eu des crimes, mais dit d'oublier, de ne pas aller à la justice pour tout ça. On a fait tout ça pour être dans cette confusion-là. Je me dis, ben, il y a un problème. Et nous l'avons fait volontairement, délibérément. Ce n'est pas une contrainte. On n'a pas, c'est pas parce que le Bénin était... devait faire ça pour sauver la nation, ou on était en péril, et on l'a fait. Et même si on était en péril, je veux qu'on observe le péril de 2016 et celui de maintenant. Vous avez vu, le parti Talon, il est rentré d'exil tranquillement, sans parti, sans parrain, il est devenu candidat, il a gagné les élections. En 2021, il conteste à d'autres de ne pas faire partie, de ne pas être membre d'un parti politique et de se présenter. Et puis bon, on va parler de valise. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas de quoi il parle. S'il peut nous dire davantage sur les valises qui ont été transportées. Parce que je ne peux pas faire un débat sans comprendre de quoi il s'agit. J'ai entendu le chef d'État dire valise. Mais il ne s'est pas étendu sur ça. Alors je me suis dit, bon, peut-être que lui, il a plus d'informations. Et justement, oui. L'ami Wadaï, que je ne connais pas, je ne connais pas rapport à sa statut, je connais beaucoup plus le vieux Nestor, très grand homme. Voilà, mais lui, je ne connais pas très bien, je ne connais pas du tout, je peux dire. Alors, je constate qu'il ne veut pas être militant. Il a dit, je ne veux pas être militant. C'est ça, comment on appelle ça, convictions politiques sont où alors? Pour que des partis qui ont pensé qu'ils pouvaient l'enrober facilement, il fait ce pied de nez, et qu'après ils reviennent le choisir. Bon, voilà dans quoi nous sommes. On dit, on a fait tout ça pour ça. Voilà. Mais Rachid Odjo, lorsqu'on y voit de près, à ce jour, on n'a vu aucune voix au sein de la mouvance présidentielle monter au créneau pour dénoncer les procédés ou la procédure. Il ne peut pas y avoir des dénonciations parce que contrairement aux imaginations de M. Choubadé, les partis politiques... Non, c'est la moindre des choses. Non, mais... J'ai dit ce que je ressens. Ce n'est pas mes imaginations. Bon, d'accord, ok. Bon, j'ai bien envie de te rentrer dessus. Non. Je ne veux pas le faire. Non. Nous sommes des frères et des confrères. Non. Ce ne sont pas mes imaginations. Non. Ok, d'accord. Revenez. Alors, concrètement... je vais répondre à ça. Non. Contrairement aux pensées de M. Choubadé... Je n'ai pas pensé. Je parlais de faits. Okay. Mais comment vous pouvez parler de faits? J'ai dit que je n'ai pas suivi leur conciliabule. Est-ce que ça, c'est une pensée? Alors, vous n'avez pas suivi les conciliabules des gens. Comment vous pouvez parler de faits quelque part où vous n'êtes pas? Je ne comprends pas. Oui. J'ai dit que je n'ai pas. Ce n'est pas un fait? Non, vous rapportez, vous dites non, que le choix n'a pas été fait. C'est leur choix. J'ai dit c'est leur choix. Non, vous avez dit que les choses se sont passées d'une certaine façon et on a demandé aux partis d'accompagner, les partis se sont alliés. C'est ce que j'ai compris. Donc, vous n'avez pas entendu que j'ai dit que je n'ai pas participé à leur conciliabule avant la désignation. Que ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a une désignation et chacun est venu discuter. On peut dérouler la bande. Oui, mais bon. Je viens. Non, je pense que bon, maintenant, si vous n'avez pas été bien compris, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que les partis politiques qui ont désigné M. Wadaï
on fait des communiqués pour expliquer les processus. Et j'ai dit que c'est après la désignation, c'est ce que tu as dit. Maintenant, est-ce que vous allez me permettre Alors, est-ce que c'est pensé ou bien c'est l'imagination? Alors, allez-y. Est-ce que vous allez me permettre de continuer? Je pense que... que... si vous avez connaissé un peu compliqué avant la désignation je pense que... Mais il n'est pas possible... Non, bon, maintenant, je pense que c'est bon. Je vais continuer. Il n'est pas possible qu'il y ait de communiqué avant. Il y a eu un choix qui est fait. Les partis ont communiqué pour expliquer ce qui s'est passé. Maintenant, si en dehors de ce qui est expliqué, vous avez d'autres ressentis... Vous avez le porte-parole, c'est ça? Les porte-parole, mais le porte-parole comme ça. Je ne comprends pas bon, il faut... Monsieur Achirou, essayez de... Alors, vous voulez extrapoler ce qu'il a dit, il y a un problème, je suis là. Alors, merci, Arimi Choubadé. Vous faites votre développement sans problème. Merci, j'apprécie votre cadre du début. Si vous voulez parler de moi, vous restituez dans l'intégralité ce qu'il a dit. Merci, Arimi Choubadé. On va pas passer deux jours ici. Non, allez. Alors, il n'y a pas de contestation. Il n'y a pas de contestation parce que les choix ont été faits conformément aux tests qui régissent les partis. Et les partis ont expliqué cela dans leurs différents communiqués, aussi bien le Bloc républicain que l'Union progressiste, le Renouveau. Et le fait qu'il n'y ait pas de dénonciation, qu'il n'y ait pas de contestation, montre très bien que les choses se sont très bien passées. Parce que il y a encore quelques mois, lorsqu'on était dans les débats autour des modifications apportées en ce qui concerne l'exercice du parrainage, il y a quand même des analystes, des observateurs qui ont prédit qu'à pareil moment, on va assister à un grand désordre, à l'implosion des partis, à des déchirements internes au sein des partis de la majorité présidentielle. Il n'y a rien eu de tout ça. À partir du moment où les choix ont respecté des processus contenus dans les statuts et règlements des partis politiques, il n'y a aucun problème. Et c'est aussi ça la force de la réforme du système partisan, que des partis politiques se donnent librement des tests fondateurs conformément à l'achat des partis politiques et qu'ils fassent l'effort de respecter ces tests. Est-ce que vous n'y voyez pas un problème de bienséance? Lorsque cette réforme-là, dont vous avez rappelé, qui a été opérée en 2018, pendant près de 8 ans, si je peux le dire ainsi, des gens ont animé les formations politiques, sont allés auprès des populations pour convaincre les populations au profit de la gouvernance talon et qu'il n'y ait pas en leur sein quelqu'un qui soit apte à continuer. Alors, pourquoi, et également une question à vous voler, pourquoi il y en a au gouvernement de ministres qui ne sont pas membres de partis politiques, alors que l'essence de la réforme, c'était que ce soit les partis qui dirigent? D'accord. Alors, je pense que vous avez posé une question en deux volets. Oui. Le premier volet, est-ce qu'au sein des partis politiques, il y a des personnalités en capacité de faire le travail, de faire le job? Bien sûr que oui, aussi bien au Bloc républicain qu'à l'Union progressiste le Renouveau. Mais après, lorsque les partis ont le choix entre plusieurs personnalités, aussi bien en leur sein qu'en dehors donc des partis politiques, tout au moins au sein de la majorité présidentielle, les partis ont essayé de faire le choix qui, pour eux, répond le mieux aux besoins de maintenir le cap en matière de mobilisation des financements pour le développement et tout ce qui va avec. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de personnes capables de faire le travail dans les partis politiques. Donc à vous entendre, on a mis au-dessus l'intérêt du pays. Au détriment des intérêts des partis politiques. Et vous l'avez entendu, vous l'avez... Que ce soit au Bloc républicain, que ce soit à l'Union progressiste, le Renouveau, vous avez souvent entendu les dirigeants de ce parti dire que ce qui a prévalu, c'est la primauté accordée à l'intérêt supérieur du pays. Non, je n'ai pas fini. Oui, non, je ne vous ai pas encore la parole. Oui, parce que bon, je vous vois déjà tourner le regard ailleurs. Allez-y. Le deuxième volet de votre question. Le gouvernement en place est là depuis 2016. La réforme du système partisan n'existait pas encore. Le président que nous avons élu dans un autre contexte a essayé de former son gouvernement comme il peut en 2016. Et à partir de 2018 que nous sommes dans la réforme, les partis politiques créés à l'ère de la réforme et qui participent à la gestion du pouvoir aux côtés du président Patrice Talon ont bien sûr des militants au gouvernement. Maintenant, les quelques cas d'exception de ministres qui, pour des raisons personnelles, des convenances personnelles, n'ont pas voulu, peut-être pour l'instant, s'affilier à un parti politique, ne doivent pas être érigés en règle.
Vous avez un gouvernement d'une vingtaine de ministres. Il vous sera facile de classer tel ou tel autre ministre dans un parti comme dans un autre. Maintenant, si pour l'instant un ministre n'est pas encore prêt à adhérer à un parti politique, on ne force pas quelqu'un à être militant. La charte des partis politiques dit que l'adhésion à un parti politique est libre, tout autant que la démission. Donc, il faut plutôt voir des ministres qui ont déjà fait le pas. Maintenant, celui qui n'a pas encore fait le pas, c'est pas parce qu'il n'a pas encore fait le pas que, étant donné qu'il est béninois, étant donné qu'il a les capacités, qu'il a l'expertise, qu'il a un bon parcours, qu'il a le profil recherché, que le parti va se priver de désigner quelqu'un qui répond à leurs besoins, à leurs critères en matière donc de poursuite de la gouvernance après mai 2026. Votre chute là me suscite encore une autre question, Rémi Choubazi, si vous permettez. C'est de savoir, dans un parti politique, il y a des membres actifs, des membres inactifs. Lorsqu'on voit toutes les énergies déployées autour ou au profit de cette réforme du système partisan, pourquoi n'avoir pas contraint les ministres également à être militants pour montrer que tout le monde, à l'unanimité, épouse l'essence de cette réforme-là ou la vision de cette réforme-là? Nul ne peut contraindre qui que ce soit, c'est même contre la loi. Personne ne peut contraindre qui que ce soit à adhérer à un parti politique. Je viens de vous dire que la charte des partis politiques a posé le principe des libertés. C'est le libre arbitre des citoyens qui lui permet de se déterminer à entrer dans un parti politique. Pas parce que quelqu'un l'aurait contraint à le faire. Et ça, c'est une question de choix personnel. Maintenant, là où vous êtes, est-ce que parce que vous êtes journaliste aujourd'hui, que voilà, vous ne voulez pas adhérer à un parti politique parce que vous êtes journaliste, que demain, si les partis politiques trouvent que oui, c'est vous qui êtes bien placé pour faire le job, ou que c'est M. Choubadé, qu'il a les capacités, qu'il a le profil, vous êtes béninois, vous remplissez les conditions, ils viendront vous désigner. Maintenant, quand vous êtes désigné, vous devenez le candidat des partis politiques. Et ensemble avec les partis politiques, vous allez élaborer un projet de société pour aller à la conquête des suffrages des populations. Rémi Choubadé, dites-nous quelle est votre lecture de cette discipline que l'on voit au niveau de la mouvance présidentielle. À cet instant précis, personne n'a encore dénoncé ce choix. Au contraire, même dans l'opposition, et on va y arriver en parlant des parrainages, on a vu des voix, notamment l'ancien président du CFOR, Dieudonné Soglo, l'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batokor, et même le vice-président de l'Assemblée nationale, Basile Akossi. Non, enfin. C'est pas Soglo de l'opposition. Il a été pour la plupart étant critique envers Patrice Talon. Batokor aussi est de l'opposition. On a suivi des propos critiques. Et puis, Soglo n'a pas dit qu'il soutient, ressortez les mots. Ou si vous voulez, vous avez le test là, lisez-nous. Il n'a pas dit qu'il soutient, voilà, il a dit que c'est un bon choix. Ça ne veut pas dire. Mais lorsqu'il dit que c'est un bon choix. Oui. Lorsque, par exemple, je suis un sympathisant de Nicéphore Dieudonné Soglo, que j'entends que Nicéphore Dieudonné Soglo dit qu'un choix est bon. Vous avez entendu le jeune Habib Arandessi, qui a estimé que le choix, mais il n'a pas relié son appartenance à l'opposition jusqu'à ce jour. Il dit même qu'il se considère comme l'un des plus virulents. Oui, mais est-ce que là, ce n'est pas une sorte de, excusez-moi un peu, peut-être d'hypocrisie? Comment on peut reconnaître la qualité d'un choix et ne pas le soutenir? Ben, je ne sais pas, j'allais leur poser la question, mais vous ne pouvez pas dire que de fait, parce que moi, je ne parle de fait. Pour vous, Romain Douadaï, c'est un bon choix aussi, pour vous? Je dis, je ne connais pas. Si c'est parce qu'il a un esprit comptable, que forcément il fait un bon choix, je ne sais pas, mais j'ai vu les choix économiques, c'est un désastre économique de la rupture. Les 10 ans, c'est un désastre économique. S'il en est l'architecte, alors ben, je ne sais pas si c'est ça qu'on va continuer, ou s'il va faire lui-même ses propres réformes pour se démarquer de ce que Patrice Talon va faire, ou alors je ne sais pas, Talon est mieux que lui, enfin Talon est meilleur que lui, ou c'est lui qui a... Et Akossi Basile? Non, bon, je crois que vous anticipez, parce que vous avez parlé des pressions, des manipulations sur l'opposition. Est-ce que l'ancien président Thomas Bounier a dénoncé? Jusqu'à ce jour, j'arrive pas, moi, personnellement, à cerner l'entièreté du problème. Hein? On a dit qu'Arossi a démissionné, a remis son parrainage à Yahi et a démissionné et a dit je ne soutiens pas votre candidat ou de tout ce genre-là. Puis après, on a vu un document circulé qui a été démenti et qui a, je sais pas, qui va dans tous les sens. Donc, franchement, par rapport au dossier... Vous avez vu aussi sa lettre de soutien à... Oui, c'est ça que je dis, que quelqu'un est venu démentir. Hein? Peut-être pas lui-même, ou je ne sais pas comment ça se passe. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va s'asseoir pour nous dire, voilà ce qu'il en est du dossier Akossi. Parce que je l'ai vu encore avec, dans les activités de l'aide démocrate, après qu'il a remis
son parrainage et tout ça. Donc, bon, voilà, ça c'est une nébuleuse sur laquelle je ne souhaiterais pas m'avancer. Hein? Maintenant, si eux, ils apprécient, ce n'est pas mon cas. Moi, je vous dis, je ne le connais pas. Donc, si moi, il m'était donné la possibilité de présenter un candidat à la présidentielle, que je pensais qu'il y avait une aptitude à le faire, ça peut faire oui. Parce que je ne peux pas, quand je considère ce qui s'est passé depuis 2016 à ce jour, s'il en est pour quelque chose, ou bien s'il en est l'architecte, comme on me dit, ça ne me fonde pas à faire confiance à ses capacités de nous conduire dans la continuité, s'il devait y avoir continuité. Voilà, donc je ne peux pas me prononcer sur sa candidature. Vous ne pouvez pas vous prononcer sur sa candidature? Oui. Mais tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir quelle est votre opinion sur la discipline observée au niveau de la mouvance présidentielle. Oui, la discipline, oui, ça me fait sourire. Sourire pourquoi? UP ou UPR, BR, vous avez entendu le sénateur lui-même ce qu'il a dit? Il dit c'est la même chose. Vous n'avez pas entendu qu'il a dit ça? Il a même dit ajouter LD, que c'est la même chose. Hein? Ça dit quoi? Ça dit que lui-même, il est conscient que ça réforme. C'est du pipeau. Enfin, si lui-même, il dit que malgré tout ce qu'il a fait là, l'opposition mouvante là, c'est la même chose. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a rien. Hein? Et puis, n'oubliez pas que c'est sa créature. C'est lui qui a créé UP et BR. Et lui a permis, vous vous souvenez des élections de 2019, dans le sang, qu'ils ont assumé. Et qu'ils ont, après, amnistié les faits, qu'ils ont qualifié de crimes eux-mêmes. Alors, quelqu'un dedans va pouvoir s'émanciper. Vous ne pouvez pas vous émanciper dès lors que vous-même, vous savez que vous avez été élu dans le sang, par la volonté d'un homme. Je veux bien voir cette rébellion-là, je veux bien voir comment on peut se rebeller dans ces conditions. Et vous avez vu comment l'UP a changé son président. Et l'UP, qui n'a jamais fait de congrès constitué, est parti politique. Vous n'avez même pas une existence légale et vous allez vous rebeller. Comment? Je veux bien savoir. Rachid, je vous voyais sourire tout à l'heure. Oui, parce que c'est beaucoup de choses à la fois. Pourquoi? Non, mais bon, après, j'espère que le débat prendra en fait fin. Parce que là, il est représentant de l'UPR. Non, je trouve que c'est... Non, je trouve que, bon, il y a beaucoup de choses à la fois. J'ai le sentiment que ça va un peu dans tous les sens. Mais bon, j'espère que finalement, on va pouvoir faire... Parce que après... J'espère que vous allez m'ordonner. Non, pas du tout. Non, je sais que vous êtes capable de ça. Non, c'est pas mon rôle. Donnez-vous du plaisir. C'est pas mon rôle. Vas-y, allez-y pour votre question. Rachid Diop, ma question est en lien avec le parrainage. Oui. Tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez eu à préciser qu'en temps, il a eu à évoluer. Oui. Était-il nécessaire que les fiches de parrainage soient co-signées par les partis politiques? Est-ce que ça n'enlève pas la validité de ce parrainage-là ou peut-être la possibilité de choix de parrainage aux députés? C'est-à-dire que le député qui n'a pas une co-signature de son parti politique, son parrainage est invalide. Donc ça veut dire qu'en réalité, il n'a pas de choix. Donc, avant de répondre à votre question, dans les nombreuses choses que M. Choubadi a dites tout à l'heure, je voudrais très rapidement revenir sur la question du désastre économique supposé. Monsieur Achirou, est-ce que vous avez le sentiment que de 2016 à 2025, ce pays a connu un désastre économique? Le monde entier salue l'embellie économique de notre pays. Tous les milieux financiers, les structures, les organismes qui ont la réputation, qui ont la crédibilité, qui sont en capacité de dire comment est-ce qu'une économie se porte. Toutes ces structures disent l'économie du Bénin, elle est dynamique. Je ne pense pas qu'une économie en désastre puisse se permettre de faire autant de réalisations que nous avons vues. En 10 ans, la GDIZ, 3000 km d'infrastructures en 9 ans, les logements sociaux, les sites administratifs, la cité ministérielle, la cité de défense. Non, je pense qu'un pays en désastre économique n'aurait pas été capable de faire ça. Maintenant, par rapport à votre question, aucune disposition légale, M. Achirou, ne dit qu'un parti politique doit co-signer la fiche de parrainage. Ça fait partie des libertés d'interprétation que certains d'entre nous ont pu se donner en ce qui concerne le code électoral. Ce que la loi a dit, c'est que le député et ou le maire ne peut parrainer que le candidat membre ou désigné du parti sur la liste duquel il a été élu.
Il n'est dit nulle part que le chef du parti doit co-signer quoi que ce soit. Maintenant, après, pour éviter le désordre, le législateur a prévu que lorsque quelqu'un se présente à la Sénat en tant que candidat pour dire « je suis candidat », il faut qu'il amène des fiches de parrainage qu'il a obtenues de certains parrains. Il faut qu'il apporte la preuve qu'il appartient au parti des parrains ou qu'il a été désigné par le parti des parrains ou par une coalition de partis auxquels les parrains appartiennent. Je pense que ce n'est pas la même chose. Donc après, le chef de parti politique n'a rien à faire sur les fiches de parrainage. Les partis politiques ont tout simplement à délivrer aux candidats qu'ils ont désignés la preuve que ce sont deux partis politiques qui ont désigné ce candidat. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Oui, justement, Rachid Ojo, mais est-il nécessaire d'apporter cette nouveauté? Oui, parce que, comme je vous le disais, en 2021, il a été constaté qu'un marché était en train d'être animé autour des parrainages au mépris de l'éthique et de la morale. Des candidats se sont fait escroquer parce que des élus titulaires du droit de parrainer se sont donné la liberté de faire tout ce qu'ils veulent avec leur fiche de parrainage. Et les législateurs en 2024 est venu dire stop à ça. Bon, donc je pense que l'évolution que la loi électorale a connue dans notre pays, c'est toujours sur la base des expériences. Il y a eu le code électoral de 2018, du 9 octobre 2018, avec lequel on a fait les législatives de 2019. On a vu qu'il y a eu quelques problèmes, on a fait le dialogue politique, on a fait des corrections. Et puis à chaque fois qu'on constate qu'il y a des défaillances, qu'il y a des dérives, le législateur prend ses responsabilités et essaie de faire les réajustements nécessaires. Il fait les réajustements nécessaires. Arimi Choubadé, sur la même question sur le parrainage. Je sais pas, je n'ai rien compris. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose du développement. Bon, peut-être aidez-moi. Je ne comprends pas. Oui, en fait, c'est fait à dessein. C'est toute cette bagarre. Je vous dis, on ne peut pas tuer des gens pour être encore dans ce cafouillage-là. Non, personne n'a tué personne. Non, si vous dites ça, c'est pas bon. Il y a au moins le respect pour les morts. Ce sont des compatriotes. Et nous avons voté, notre Parlement a voté une loi pour dire de ne pas leur rendre justice. Alors, si quand vous dites qu'il y a personne est mort, franchement... Non, je ne vais pas tuer, vous dites tuer. Mais oui, on va dépasser le débat de là, on va parler du parrainage. Non, j'ai la loi d'Amnesty sous les yeux. Oui, si vous voulez, je peux vous lire des passages. On va y revenir. Vous allez voir que la loi même a qualifié cette fait-là de crime. Alors, le parrainage... Alors, crime là, c'était quoi? Le parrainage, oui, moi je ne sais pas, je vous dis, je ne connais pas la doctrine. La réflexion a été menée à quel niveau? Je vous ai dit que les députés, le président de la commission de la loi a dit qu'ils étaient en débat sur ce code-là et qu'on les a appelés du palais et que la solution est venue de là-bas. Qu'est-ce que vous voulez que moi je vous dise par rapport à ça? Vous savez, une réforme, c'est d'avoir une doctrine. Sinon, ça devient une humeur ou une rumeur qu'on a transformée en loi. La doctrine, c'est que le politique, il y a eu des instances. Vous savez, le bien n'est pas né du néant. Hein? Nous n'avons pas inventé la République. Nous avons essayé de... Nous sommes appuyés sur des modèles et tout, jusque-là. Ici, sur le plateau, nous exprimons en français. Ce n'est pas une langue de chez nous. Et donc, nous avons des mécanismes qui ont été éprouvés pendant des années. Et si on devait changer, c'est comme tous les micmacs qu'on fait aujourd'hui. Alors qu'on a enseigné à des enfants ce qu'on appelle le mode de scrutin, qui permet de faire des calculs. Si on veut atteindre des 0,6, c'est ce qu'on va faire. Si on veut émietter la classe politique, on sait le mode de scrutin qu'il faut adopter. Si on veut resserrer, on sait le mode de scrutin qu'il faut adopter. Mais qu'est-ce que la rupture a fait? La rupture a tout dérégulé. Ils sont allés chercher des choses, je ne sais pas. Et puis, pour parler de l'économie, vous savez que le chef d'État, à un moment donné, il a commencé par parcourir le monde pour inviter les gens à venir parce que lui, il a dérégulé l'emploi, le code du travail. Enfin, oui, l'emploi. Hein? Vous avez vu, j'ai suivi mon ami, il a cité l'embellie économique, mais il n'a pas parlé des enseignants, il n'a pas parlé de l'humain. Il a parlé de kilomètres, de ceci, de GDZ. Remarquez que ça ne produit pas pour le venin. Moi, je ne vois pas encore leurs produits. En grande majorité, c'est comme les autres, ils viennent de là-bas, ils viennent fabriquer leurs produits ici, parce qu'ils savent qu'on peut arracher la matière première, parfois gratuitement auprès des paysans, pour leur remettre. Ils peuvent ne pas engager des jeunes Béninois et leur payer des salaires décents. Ils fabriquent tout ici. Ils redonnent à leur mécanisme de transport pour retourner chez eux pour la consommation.
Vous comprenez? Qu'est-ce que nous consommons au Bénin et qui est fabriqué majoritairement, qui est fabriqué ici, c'est par rapport à ça qu'on doit opiler. Si on a, et puis, on a accordé des exonérations fiscales et tout ça là, à ces usines qui travaillent là, et on n'a jamais eu un point. C'est ça l'embellie économique. Et dites-moi sous quel régime on a perçu plus de taxes et d'impôts auprès des citoyens que sous ce régime. Et vous voulez me dire qu'on va percevoir tout ça là et qu'on ne voit pas des kilomètres de route? Quel régime n'a pas construit de route? Qu'on nous dise. Et puis ensuite, vous savez que le Bénin a supprimé, a fermé toutes les écoles de formation d'instituteurs. Le BABA de la formation, de l'éducation. Le BABA. Le Bénin ne forme plus d'instituteurs. Et vous avez vu ceux qu'on a recrutés comme enseignants depuis 6-8 ans, à qui on fait des choses là. C'est pas ça. Ça là ne rentre pas dans l'embellie économique. L'embellie économique, c'est ce qu'on voit, voilà, là où le chef d'État va passer quand il quitte la présidence. Hein? Parce que moi, quand il va quitter ici, vous savez, on en est où ici, à Guadeloupe, je le défie de me dire qu'il va trouver des infrastructures tout près ici, avant 2 ou 3 kilomètres dans la ville de Cotonou. Vous comprenez? Et donc, bon, chacun sait ce qu'il voit. Chacun sait ce qu'il apprécie comme embellie économique. C'est pas mon cas. Rachid Odio, à l'instant, il nous a fait, si je peux dire ainsi, le procès d'avoir omis de parler de la gouvernance sur le plan social. Oui, parce que l'objectif, au fait, c'était pas ça. C'était juste une parenthèse. Je voulais pas passer tout le temps là-dessus. Monsieur Achiro, moi, j'ai mis la guillemets. un pays des désastres économiques n'aurait pas été capable de nourrir 1 300 000 écoliers avec 1 ou 2 repas par jour depuis maintenant 9 ans. Allez voir la structuration. Allez voir la structuration du financement. Monsieur Choubadé, allez voir la structuration Monsieur Choubadé, du financement. Monsieur Choubadé, je vous en prie. De la cantine. Je vous en prie. Je fais vraiment l'effort à mon corps de ne pas vous interrompre. Moi, j'ai été en cantine scolaire en 1984 au CEG de Bankora. Ceux qui ont fait le CEG de Bankora avec moi, ça, 1984. Hein? J'ai été nourri à la cantine scolaire. Merci. Ce n'est pas venu de la rupture. Merci. Alors, et allez voir la structure du financement. Alors, on va écouter. Et puis on dit sur la cantine scolaire, vous savez qu'un seul repas pour un enfant, ça vaut 13 000, je crois, 600. Quand un enfant, à midi, s'assoit, il prend son repas, il consomme 13 600 francs. C'est ça le modèle. Alors donc, je viens. Donc, un pays de désastre économique ne serait pas capable de financer pour des dizaines de milliards de francs CFA, le programme ARCH, Assurance pour le renforcement du capital humain. Puisque tout à l'heure, il a parlé de l'humain. Et à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez? La formation pour les artisans, le microcrédit, l'assurance maladie et l'assurance retraite pour des personnes qui, de façon classique, n'en ont pas droit. Ça, c'est l'humain. Un pays des désastres économiques ne serait pas capable d'offrir 600 francs à des jeunes filles chaque jour pour les soutenir, pour qu'elles puissent être maintenues à l'école et de réduire le taux de décrochage scolaire dans le rang des filles. Un pays des désastres économiques ne donne pas des cartes d'égalité de chance à des personnes handicapées. Alors, je peux me mettre à vous citer des choses qui ont été faites sur l'humain de maintenant jusqu'à la fin de la journée. Mais comme ce n'est pas le but de l'émission, il est revenu là-dessus. Je pense que j'avais le devoir aussi de montrer que, en dehors des infrastructures, en dehors des bâtiments, l'humain a son compte. Maintenant, il faut continuer à faire des efforts. Parce qu'au rythme de la production de richesses, il faut continuer à investir dans la résolution d'autres problèmes sociaux. Il a parlé des AME. Et je peux dire que ses compatriotes, ce sont des parents, ce sont des camarades de promotion qui ont des revendications. Le souhait des personnes comme nous, c'est que chaque fois que c'est possible que le gouvernement a plus de ressources, plus de moyens de pouvoir accéder à leurs revendications et de faire en sorte que le travail que ces AME abattent pour le bien de notre système éducatif puisse être récompensé, puisse être reconnu et valorisé. Peut-être c'est pas encore le cas, mais ça va arriver, il faut continuer à produire la richesse. Maintenant, votre question sur le parrainage. La question sur le parrainage, je crois qu'on va laisser le parrainage et même progresser, même d'ailleurs. Et là, je vais retourner vers Arémé Choubadé. Face à un Romuald Wadaï, quels sont les défis qui s'imposent à la classe de l'opposition? Non, enfin, au Parti politique démocrate. Je ne sais pas là où vous allez trouver vos questions, mais bon, moi je ne suis pas démocrate. Je ne sais pas comment ils vont réagir. À vous entendre, cette gouvernance n'est pas agréable. Il faut une alternance. Non, vous savez, alors, les démocrates constituent cette alternance. Mon ami a cité, oui,
si vous voulez mais vous estimez qu'eux aussi... Non, ben écoutez, ce régime a coûté beaucoup aux Béninois. Quand des gens sont morts, moi je reviens toujours sur ça. Parce que non, ça fait la quatrième fois que vous le dites. Je m'étonne de ce que nous sommes devenus, de ce que notre société est devenue. Et que des gens puissent être abattus froidement dans la rue. Et qu'on dit non, il n'y a pas de problème, avançons. On va construire des routes, on va construire... c'est ça pour le défi des démocrates? Non, mais je parle de la situation économique. Maintenant, pour les démocrates, moi je ne sais pas, pour moi, tous les membres de démocrates qui sont présidentiables s'équivalent. Pour moi. Il n'y a pas de préférence à dire que... Puisqu'on a dit que c'est le parti politique qui est au cœur, maintenant, désormais, de la politique. Et justement, on ne voit même pas les programmes. Je ne veux même pas les programmes. On ne parle pas des défis qui nous attendent. Les gens sont dans l'intelligence artificielle, ils sont dans le futur, 5G, tout ça. Nous, on est là à ramasser nos cadavres et à les enterrer dans l'indifférence totale. C'est ça le Bénin. On continue d'utiliser... Vous ne direz pas l'indifférence totale. On continue d'utiliser des... D'abord, on a arrêté de former les enseignants, au moins les instituteurs, depuis plusieurs années déjà. Hein. Moi, je pensais que cette année, comme c'est la fin, ils allaient trouver un mécanisme, une économie qui a de l'embellie, hein, qui n'a pas les moyens de former des instituteurs. C'est-à-dire, c'est le basique. Et on me parle d'assurance, de mécanismes qu'on voit ailleurs, et qui il faut une alternative, les démocrates. Non, mais je vous dis que, pour moi, tous ceux qui ont l'âge d'être candidats... Donc, vous pensez que les démocrates peuvent choisir quiconque? Mais on a dit que les partis politiques de la mouvance sont vus que parmi eux, là, c'est Wadaï qui... C'est-à-dire que... Donc, les démocrates... J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de présidentiels qui sont de qualité et tout, mais voilà. Pourquoi on va faire des exigences aux autres? Moi, donc, ils ont qu'à aussi sorti. Mais pourquoi depuis, on n'entend rien de ce côté-là, selon vous? La rupture qui fonctionne, vous savez comment ça fonctionne? Curieusement, on a désiré le candidat avant le retrait de parrainage, chez eux, pour régler des problèmes, je n'en sais rien. Les autres ont dit non, quand on va finir le processus, on va respecter notre calendrier et on va désigner notre candidat. Si on ne peut pas, si on ne condamne pas la mouvement, on va désigner Wadaï. Pourquoi c'est dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre qu'il faut disposer comment l'appelle-t-on, le dossier de candidature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a encore plus d'un mois devant nous pour connaître le candidat de l'aide démocrate. Ils n'ont pas violé une loi que je sache. Donc je ne sais pas ce qui va être urgent pour eux aujourd'hui parce qu'on a désigné Wadaï. Il faut aller chercher aussi un expert comptable pour être à son niveau. Enfin, je ne sais pas si c'est... Pour vous, justement, j'allais en venir pour vous, c'est pas l'enjeu est lequel? Est-ce que parce que Wadaï est expert comptable, il est jeune, que de facto, il faut aussi en face de lui un candidat jeune, un expert comptable? Pour moi, l'enjeu, c'est déjà que les Béninois puissent... Le président Batokwa dont vous parlez, il dit que les Béninois ne respirent pas. Il faut laisser les Béninois respirer. Et subitement, il a commencé à respirer dès qu'on a désiré. Et Wadaï. Il ne veut pas rentrer dans ça. Ce que moi, je veux, c'est qu'on puisse... Vous pensez qu'on lui a apporté de l'oxygène? Nous avons plein de parents, plein d'amis. Vous pensez que quelqu'un lui a apporté de l'oxygène en temps? Moi, je ne sais rien. Qu'est-ce que vous insinuez? Non, je ne suis rien. Moi, je suis dans les faits. Je ne suis pas dans les imaginations ni dans les pensées. Vous comprenez? Et je vais vous dire, ce que moi, personnellement, si on devait me demander quels sont les enjeux, c'est qu'on puisse être dans un pays où on ne soit plus obligé d'abandonner sa maison, ses parents, pour aller errer dans le monde. Et que des gens ne soient pas en prison parce qu'ils sont en train de faire de la politique. Rachid Jojo, oui. Oui, et qu'on ne tue pas des gens parce qu'ils ont fait de la contestation. Merci à vous, Arémi. Ils ont fait de la contestation électorale. Oui, si on fait ça, le reste, on ne tue personne pour la contestation. Oui, et Rachid Jojo, sur la même question par rapport aux enjeux qui concourent autour de la désignation du duo de candidats pour le Parti politique des démocrates. Est-ce que pour vous, l'analyse politique pense qu'il faut forcément un candidat jeune, un candidat technocrate pour faire face à Romian Wadaï? Non, non, non. Je pense qu'ils ne sont pas tenus de s'aligner sur les critères connus ou spéculer autour sur lesquels la majorité présidentielle s'est basée pour faire son choix. Le but pour un parti politique, c'est d'avoir un candidat qui lui permet de gagner. Et je pense qu'ils ne sont pas tenus par l'agenda de qui que ce soit,
ils prennent leur temps tant qu'ils sont encore dans les délais légaux. Une chose est certaine, tout le monde s'accorde à reconnaître que le Parti Les Démocrates a une grande responsabilité dans ce qui va se passer en 2026. Le candidat de la majorité présidentielle est connu et l'opinion attend aussi de connaître celui du Parti Les Démocrates afin que nous puissions vivre une très belle compétition électorale le 12 avril 2026. Et pour une belle compétition électorale, quels sont les profils que vous entrevoyez? Il ne s'agit pas de moi, il s'agit des citoyens électeurs dans leur ensemble. Du Parti politique Les Démocrates. Je ferai mon choix en tant que citoyen béninois entre les différents profils que vont nous proposer les différents partis politiques en compétition. Et donc, je pense que c'est à ça qu'il faut s'en tenir. Merci à vous, Rachidi Ojo. Arimi Choubadé, merci également pour ce moment d'échange. Merci pour tout chacun. Ce fut un plaisir à renouveler incessamment dans les semaines à venir. Je rappelle que mes deux invités sont tous deux analystes politiques. C'était Info Hebdo de ce samedi. Merci pour l'attention. Portez-vous bien, chers amis internautes. On se retrouve dans quelques heures pour Free Week. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.